Laissé sur le quai en ce début de saison critiqué par les fans, Unai Emery et Arsenal doivent réagir face à West Ham United ce week-end. City, Liverpool, Chelsea vont tenter d'enchaîner un troisième succès lors du chapitre 3 de la première ligue anglaise. Une deuxième journée de Liga espagnole teintée de menaces de grève des joueurs mécontents du projet de délocalisation de matchs du championnat aux États-Unis. Cristiano Ronaldo, buteur enfin face à la Lazio Rome en Serie A. Réponse ce samedi lors de la deuxième journée qui propose un choc Napoli-Milan AC. À quelle journée le Bayern Munich va soulever le 7e Meisterschale? C'est la grande interrogation avant la rentrée des classes de la Bundesliga ce vendredi avec un inaugural Bayern Munich-Offenheim. Mario Balotelli reste à Nice. Désillusion pour l'Olympique de Marseille sans un serial killer pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain durant toute une saison. Nous parlons de tous ces sujets dans la première partie. La deuxième ouvre les portes à l'élection du joueur UEFA de l'année. Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah sont les finalistes. Thierry Henry, futur entraîneur de Bordeaux, l'annonce fait grand bruit dans l'Hexagone. Et pour en parler, nous sommes avec les spécialistes. Ils sont tous là en studio. Hola Roméo. Bonjour Angelo, hola et todos. J'espère que on est encore en forme pour cette nouvelle aventure. La forme, ça se sent dans votre voix. Juste à côté de vous, c'est Sa Majesté Fifi Assobavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs de cette émission. Et TogoFoot.info. TogoFoot.info se porte à merveille. Merci beaucoup. On va saluer également Mr. Armel Waba. Hello Mr. Armel. Hello Angelo. Comment tu vas? Très bien. En pleine forme. Hein? Oui. Et on boucle la boucle avec Friends Nunyama. Nous parlons bien sûr allemand. Morgan Friends. Morgan Angelo. Bonjour à toutes et à tous. On est bel et bien là et ça va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Nous saluons au passage Ezekiel Aïatei qui est toujours en vacances. Et l'homme devant est là. Bonjour à toi. Merci pour la vidéo de cette émission à voir sur le www.radiosportfmtg.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mise en onde de cette émission, Gildas Caboret, présentation Angelo Folique, Plateau Foot Europe, let's go. English Premier League News. Nous parlons de la Première Ligue anglaise, le troisième chapitre, Armel Waba. On va s'intéresser d'abord au leader naturel pour l'instant de cette Première Ligue. Nous parlons de Manchester City qui se déplace, je pense, à Wolverhampton pour un match a priori facile, gagné d'avance pour les Citizens? Oui, a priori, parce que City, déjà, cette saison, c'est un déçu pris sur Arsenal. Une très large confirmation face à la malheureuse équipe de Huddersfield, de Steve Mounier. Et puis cette équipe de Wolverhampton qui revient en Première Ligue et qui, pour le moment, n'est pas non plus une foudre de guerre. Donc, a priori, on se dit que c'est un débat qui va tourner à l'avantage de Pep Guardiola et de ses hommes. Mais attention, il faut le rappeler, on est en football et en football, tout peut se passer. Et qui est l'adversaire de Chelsea ce week-end? On peut avoir une idée là-dessus? À Chelsea, bien sûr, avec Newcastle United. Ouais. Une formation également qui, avec Rafa Benitez, qui on peut donner du grain à moudre à Chelsea. Hein. Ouais, après 2 matchs, c'est 1 point pour Newcastle. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas une équipe aussi qui rassure en ce début de saison. Oui, tout à fait. Vous savez que Chelsea, pour ces 2 premiers matchs, a gagné, surtout le match contre Arsenal. C'était le gros test des Blues cette saison et ils ont gagné donc cette rencontre. Ça veut dire tout simplement que pour l'instant, il y a au moins une sénérité au niveau des Blues de Chelsea avec un nouveau manager. Je crois que c'est bien pour Chelsea maintenant face à Newcastle qui pourrait peut-être se réveiller et corriger donc ce faux pas en début de saison. Je crois que ça va être un match assez intéressant. Dans la lignée de ces équipes qui ont déjà remporté leurs 2 premiers matchs, nous parlons également de Liverpool avec son trio Firmino, Salah et puis Sadio Mané, sans oublier le nouvel arrivé. Nous parlons de Naby Keita. Oui, Fifi, Liverpool également va tenter d'enchaîner un 3e succès. Hein. Oui, c'est clair. On le disait en début de saison que Liverpool est un sérieux prétendant au titre, même si pour moi Manchester City reste le grand favori. Oui. Liverpool est en train d'enchaîner et encore ce week-end, Liverpool part avec les faveurs des pronostics et le contraire ou bien une défaite. Ce serait face à Leicester, hein. C'est pas
c'est pas du gâteau. Hein. C'est pas du gâteau, mais Leicester aujourd'hui, oui. comparé à... Liverpool joue contre Cardiff. Cardiff City. Oui. Ah d'accord, on va vérifier tout ça rapidement. De toute façon, Cardiff City joue plutôt face à Huddersfield. Liverpool joue face à Brighton. À Brighton, là. Exactement. La Liverpool part avec les faveurs de pronostic. À domicile. Mais déjà, ce que Brighton a fait le week-end dernier face à Manchester United, on se dit que ce ne serait pas gagné d'avance pour Liverpool. Mais quand même, avec l'effectif de Liverpool, on peut se dire que Liverpool est quand même l'admin favori, est quand même devant Brighton. Maintenant, Brighton peut créer quand même la surprise. On peut s'attendre à tout également. Pourquoi pas? Et surtout que l'adversaire de Brighton la dernière fois avait une couleur rouge. Ça se comprend. Évoquons le cas d'Arsenal, Franck Lunyama. Arsenal qui a subi 2 revers consécutifs. Ce sera le 3e match face à West Ham United, qui pour l'instant n'a toujours pas gagné en championnat. Il n'y aura plus de place pour une défaite pour Unai Emery, qui est sous pression déjà, juste après 2 matchs. Il faudra réagir forcément ce week-end. Je veux dire déjà même que c'est un match vital pour cet entraîneur basque, parce qu'une 3e défaite d'affilée serait très mal vue du côté des dirigeants, même du côté des supporters. Donc Unai Emery, qui vraiment n'a pas eu de chance pour avoir joué en première journée Manchester City, et puis la journée qui a suivi Chelsea, West Ham. C'est quand même à la portée des Gunners. Ouais. Donc s'il ne gagne pas, je crois que ça va être très difficile, très compliqué pour la suite. Donc je pense que cette journée peut-être est sa journée à lui. Et il s'agira quand même de prendre les 3 points. Même un match nul ne sera pas le bienvenu. Est-ce qu'un match nul serait bon pour Manchester United, qui joue pour la 3e journée face à Tottenham à Old Trafford? Armel. Un match nul, je ne pense pas. Il y a une telle crise. Il y a une crise déjà. Bien sûr. À United. Et ça date depuis la saison passée, même si United est sorti 2e de ce championnat-là. Oui. Le jeu même produit par les hommes de José Mourinho ne convainc pas, ne rassure pas, ne plaît pas. Confirmation avec cette défaite-là face à Brighton, on le disait. Oui. Mais le test là qui vient, ce n'est pas non plus facile. Il faut dire que depuis quelques saisons déjà, ce n'est plus le même Tottenham. C'est Tottenham qui dompte désormais les gros de Première Ligue, avec même une saison, une 2e place. Donc ça veut dire qu'une équipe en face de Tottenham très forte, qui pour le moment aussi a fait un début de championnat excellent. Donc le souci, ce sera plutôt du côté d'United, mais peut-être le fait que United évoluera à domicile pourrait peut-être donner une petite force à cette équipe-là. Mais pour le moment, c'est bien une équipe qui se cherche sur le terrain. Vous qui fouillez la Première Ligue, il y a une rumeur qui circule depuis quelques heures. Zinedine Zidane pour remplacer José Mourinho. Doit-on donner du crédit à cette assertion-là? Bien sûr, il faut donner du crédit à cette information, parce que c'est une intention de la part même des propriétaires de Manchester United. Mais petit bémol on va dire, c'est que Zidane est également pressenti du côté de la Juventus Turin. On sait que c'est non seulement le transfert de Cristiano, mais le transfert des anciens du Real Madrid, puisque Marcelo lui-même est pressenti là-bas, et son profil plaît énormément aux dirigeants de la Juve. Ancien joueur de la Juve. Surtout que Zidane a évolué en tant que meneur de jeu de cette équipe-là, connaît très bien le championnat, mais les propriétaires de Manchester United seraient prêts à faire des folies, tant financières que sportives, pour attirer le technicien français. Roméo, est-ce que le fait de ne pas donner de l'aval à José Mourinho, de recruter d'autres joueurs, c'est un signe qu'on est en train de le lâcher? Je pense que José Mourinho, dès son arrivée à Manchester United, avait eu tous les moyens pour former une belle équipe capable de marcher sur la Première Ligue et d'aller même décrocher la Ligue des Champions. Mais il a gagné l'Europa League, Roméo. Oui, bon, il a gagné l'Europa League. On sait pourquoi il a gagné. C'est la cadette donc des compétitions européennes. Oui. José Mourinho, aujourd'hui, je pense qu'il devrait prendre une année sabbatique, réfléchir sur sa méthode de travailler. Sinon, ça ne va pas pour le Portugais. Son départ de Chelsea aussi a été source de problèmes. Je pense que José Mourinho doit prendre véritablement une année sabbatique pour essayer de se relancer.
Maintenant, revenir sur le match Manchester United-Tottenham. Oui. C'est vrai que Tottenham ne fait pas grand bruit, mais c'est une équipe qu'on sous-estime un peu. Oui. Quand vous regardez un peu l'effectif des Spurs. Ils n'ont pas fait de recrutement cette saison. Non, ils n'ont pas fait de recrutement. Et ça, c'est très bien aussi. C'est une stabilité au niveau de cette formation. Oui. Depuis 4 saisons, Tottenham est là en Ligue des Champions. Cette régularité aussi constitue une force pour les Spurs. Au sein de cette formation, nous avons le meilleur buteur de la Coupe du Monde, Harry Kane. Tottenham, timidement, est en train de gagner son territoire. Même si on n'en parle pas trop, je pense que les Spurs, cette année, il faut compter sur cette formation, peut-être gagner le championnat à la fin de la saison. Pourquoi pas si Franck, vous permettez, vous avez bien fait de poser la question aussi. Le fait de refuser ces transferts des joueurs sollicités par José Mourinho, si cela peut être un signe de ce qu'on peut appeler déjà le début d'un divorce entre le technicien portugais et les dirigeants de Manchester United. Je peux dire qu'on peut dire oui, parce que là, lorsque vous voulez avoir Godin, vous vous êtes heurté au refus des dirigeants. Vous voulez avoir Maguire, on vous a dit non. Peut-être que les dirigeants américains de Manchester United n'ont plus envie de le laisser prendre le dessus, le devant pour amener des joueurs et après, voilà. Donc, je pense que petit à petit, une fissure se glisse dans le contrat de Mourinho par rapport à ses dirigeants et ces rumeurs-là peuvent rapidement devenir des clameurs parce que là, il a des joueurs intéressants, mais son football, sa philosophie de jeu ne convainc toujours pas. Quand vous avez les Rashford, quand vous avez les Lingard, quand vous avez des joueurs comme Ashley Young, les Sanchez, les Stones, autant de joueurs intéressants, Lukaku, mais que votre football ressemble finalement à un football béton, c'est difficile à accepter. Et puis cette défaite contre Brighton dès la 2e journée du championnat, ça fait très très mal au sommet de cette équipe. Vous n'allez pas croire parce que les champions ou bien ceux qui ont envie de gagner quelque chose à la fin de cette année ont déjà marqué leur territoire. D'accord. Lorsque vous prenez City, lorsque vous prenez Chelsea, Liverpool. Ils ont 2 victoires en 2 matchs, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et José Mourinho, lui, déjà, perd du chemin. Donc, je pense que c'est vraiment un club à suivre de près. Et cette histoire de Zidane par rapport à Manchester, oui, c'est vrai qu'il est dans le cercle des conseillers de la Juve, mais ça peut rapidement tourner en football. Tout va vite. Les autres, je crois également qu'on veut pousser à bout Mourinho pour qu'il s'en aille, parce que quand vous êtes quand même entraîneur d'un club, en début de saison, vous faites vos propositions et quand on n'est même pas d'accord sur une seule proposition, c'est bizarre. C'est compliqué. Il peut se dire aujourd'hui que c'est parce qu'on ne l'a pas laissé recruter ces joueurs-là qu'il a ces résultats-là. Il a voulu peut-être renforcer sa défense. On n'a pas voulu. Donc, il peut mettre tout ça sur le fait qu'on n'ait pas voulu qu'il recrute cette saison. Maintenant, pour le match face à Tottenham, moi, je dis que ce sera encore un autre match compliqué. Maintenant, à domicile, peut-être avec un peu d'orgueil, on va réussir à passer Tottenham. Mais ce sera un match vraiment compliqué. Ah oui, qu'on va suivre de très très près, qu'on aura l'occasion de décrypter. On va s'intéresser aux autres matchs de cette 3e journée avec vous, Armel. Oui, dimanche, Newcastle accueille Chelsea. On aura aussi des matchs de bas de tableau entre Huddersfield qui accueille également Cardiff City et puis peut-être à souligner Fulham de notre compatriote Floyd Ayité qui va essayer peut-être de se relancer après 2 défaites. Ce sera face à Burnley. Attention, Burnley. On connaît cette équipe. Ah oui, Burnley, une équipe également très très rugueuse. Aux dernières nouvelles, Floyd Ayité serait blessé. Voilà, c'est ce qu'on a appris également il y a quelques jours. On va voir, comme il a l'habitude de se blesser, on va voir. Début de saison difficile. Ah oui, compliqué. Vivement qu'il revienne à la compétition. Convoqué par Claude. Exactement. Vivement qu'il revienne à la compétition, parce qu'on a besoin de voir les foulées de Floyd Ayité sur les pelouses de Première Ligue. Thank you very much, Mr. Armel. On file dans le pays où on menace de faire des grèves. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole sur fond de menaces, de boycott.
Roméo, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous tout ça. Alors, le syndicat des joueurs professionnels de la Liga espagnole ont saisi la Ligue professionnelle qui, dans son projet, est en train de programmer des matchs à l'extérieur. On sait qu'en début de saison, la Super Coupe d'Espagne a été disputée donc au Maroc. Et le syndicat des joueurs professionnels s'est réuni avec des grands noms du football espagnol, en l'instar de Piqué et Ramos. Alors, ils ont pris la décision de faire une grève si jamais le projet de la Liga est lancé. Ce projet, je le disais, consiste à délocaliser certains matchs de la Liga espagnole. Les joueurs n'ont pas été concertés en ce qui concerne le syndicat, bien sûr. Donc, le syndicat est très, très remonté par rapport à cette décision unilatérale de la Liga, sinon de la Ligue professionnelle, s'il faut dire. Oui. Il n'aime pas trop quand on délocalise les matchs, puisque, la santé des joueurs et puis le match ou bien les matchs se jouent à des heures qui n'avantagent pas les supporters des clubs qui sont restés en Espagne. Et ces matchs, peut-être c'est pour les étrangers, ce qu'ils disent. Ils ont l'habitude de voir ces derniers temps un match de football fait de business où on ne parle que de l'argent, on ne s'intéresse pas à la santé des joueurs. C'est ce qu'ils dénoncent dans leur réaction. Mais la grève n'est pas pour ce week-end, non, c'est fin septembre ou début octobre. Ils vont saisir ou bien rencontrer la Ligue professionnelle espagnole pour regarder ce qui, le projet même, pour pouvoir étudier ce projet et imposer leur veto. Et si jamais la Ligue professionnelle refusait, c'est en ce moment qu'ils vont mettre en application la grève. Et concernant ce que vous aviez dit pour connaître tout ça, nous allons écouter David Aganzo, qui est le président de l'association des footballeurs espagnols, qui n'est pas du tout d'accord sur cette proposition. Imaginons un Séville-Real Madrid et que Séville ne puisse pas évoluer devant ses supporters et que ça se passe aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Nous arrivons à un point où le football n'a plus aucune logique. Il faut que le bon sens revienne dans le football. Fifi, votre avis par rapport à cette polémique-là qui est née en Espagne? Oui, je trouve quand même bizarre qu'on ait joué un match de la Liga d'un championnat local dans un autre pays, parce que c'est quand même le championnat de ce pays-là. Et comme vient de le dire David Aganzo tout à l'heure, c'est qu'il y a les supports. Vous recevez et vous déplacez également. Donc quand vous recevez, vous avez vos supporters derrière vous. Et quand vous vous déplacez, les autres aussi ont leurs supporters derrière vous. Supposons, comme il vient de le dire, Séville qui reçoit et on dit à ce club-là que non, ce match va se jouer aux États-Unis. Donc ça désavantage déjà ce club-là. Et au-delà de ça, c'est quand même fatigant pour les clubs de partir de leur pays, aller jouer un match de Liga dans un autre pays. À des milliers de kilomètres et revenir. Et ensuite au pays. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre tout ça. Mais en même temps, c'est le marketing. C'est derrière les gens, les dirigeants du football actuellement voient plus l'argent que le football sur le terrain. C'est l'impression qu'on a. C'est sûrement à cause de l'argent, c'est du marketing. On a beaucoup de fric à prendre là-bas. Donc, on va obliger un peu les clubs à se soumettre. Parce qu'en retour, les clubs aussi vont gagner quelque chose. Donc, mais il ne faut pas dénaturer le football. Moi, je pense, tout comme les joueurs, oui, qu'on joue les matchs du championnat dans le pays. Maintenant, pour la Super Coupe, on sait que c'est deux clubs qui s'affrontent, c'est un seul match. Oui. Et comme on le fait en France, ou bien on l'a fait même en Espagne cette saison, on peut aller jouer à l'extérieur. Mais pour les matchs du championnat national, moi, je trouve qu'on doit jouer ces matchs-là dans le pays. Armel, votre avis sur le sujet? Fifi a tout dit. Un match de championnat, c'est l'identité même du pays. Aujourd'hui, quand on parle du tout-puissant Mazembe, on sait tout de suite de quel pays il s'agit. Maintenant, lorsqu'on parlera de Séville, Betis Séville, on va le jouer aux États-Unis. Là même où je crois que le football n'est pas ancré. Vous êtes contre? Oui, je suis contre. Totalement. Voilà. Franck? C'est de la folie. Rien à dire. C'est de la folie. On peut prendre un match, par exemple, comme la France le fait. Trophée des champions, délocalisé. C'est vrai que là également, c'est du marketing, c'est de l'argent derrière. Et on ne met plus devant l'intérêt des joueurs.
mais c'est l'argent. Donc, je pense que c'est de la folie, il n'y a rien à dire. Et ça ne peut pas marcher. Ah oui, Franck son avis est bien tranché. On est contre. On va s'intéresser au calendrier de la deuxième journée en Espagne. Oui, cette deuxième journée démarre ce soir avec Getafe et Eibar. Les deux clubs ont perdu leur premier match. Oui. On suivra toujours ce soir Leganés contre Real Sociedad. Demain samedi, nous aurons Alaves contre Betis Séville. Atlético Madrid, tenu en échec par Valence, reçoit Rayo Vallecano. Real Valladolid joue contre le FC Barcelone. Oui. Et puis, on aura dimanche Espanyol Barcelone-Valence. Villarreal est en déplacement sur le terrain du FC Séville. Gérone joue contre Real Madrid. Lundi, 2 matchs pour boucler cette deuxième journée. Les 20 contre Celta Vigo. Et puis, Athletic Bilbao joue contre Huesca. Dernière question pour vous qui êtes le patron de la Liga. Qui va porter le dossard 7 du côté de Real Madrid? Bon, on attend de voir parce que c'est un numéro, en tout cas, celui qui va le porter aura toute l'impression. C'est un numéro pour l'instant fétiche. Ah oui. On verra bien. Muchas gracias, señor Romeo. On file de l'autre côté. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous ouvrons la page de la Serie A italienne, la deuxième journée qui est samedi avec la Juventus face à la Lazio Rome. Franck Nuyama, toujours attendu, le premier but de Cristiano Ronaldo sous les couleurs bianconeri. Il n'a fait qu'un match officiel hier et heureusement que la Juve a gagné, mais Cristiano n'a pas marqué. Ses fanatiques veulent le voir rapidement marquer des buts. Et lorsqu'on écoute le joueur lui-même, il a dit, en venant ici, c'est pour gagner des titres, des trophées avec la vieille dame, mais qu'il n'en fait pas une obsession. Exact. Ça veut dire que c'est le club qui est le plus important, l'équipe est au-dessus de tout. Cristiano Ronaldo, on le connaît, s'il doit marquer, il va le faire. Donc, je pense que peut-être aujourd'hui, dans le prochain match, pourquoi pas. Voilà, il va falloir du temps peut-être pour lui de s'adapter aussi un peu à la façon de jouer de la Juve et du championnat italien. Donc, ce n'est pas aussi évident, mais c'est un joueur qui a du talent et qui peut faire la différence partout où il passe. Un autre match qui est également attendu, c'est le Napoli face au Milan. C'est Armel Gonzalo Higuaín qui joue face à son ancien club. Oui, Gonzalo Pipita Higuaín qui se trouve désormais au Milan AC. Oui, il sera attendu. Je crois que c'est le Milan qui reçoit. Donc ça sera... Le Milan se déplace au Napoli. Alors là, il y a encore une autre... Puisqu'on l'a déjà vécu avec la Juve lorsqu'il s'est déplacé au São Paulo. Voilà, ce sera un accueil pas des plus chaleureux pour l'Argentin. Mais c'est une très belle affiche aussi, déjà entre une équipe napolitaine qui a réalisé une saison dernière assez excellente et puis une équipe du Milan AC qui essaie tant bien que mal de se relever avec toujours, je crois, Gennaro Gattuso. Oui, il est là. Voilà, donc il a fait du bon travail. Il a redressé cette équipe à une 7e ou 6e place la saison passée. Et comme le dit si bien Carlo Ancelotti, il vise le titre avec le Napoli cette saison. Dimanche, il y aura beaucoup de rencontres. Spal Ferrara Croisol, Parme AC. Torino se déplace à l'Inter Milan. La Fiorentina joue contre le Chievo Vérone. Duel entre Udinese et la Sampdoria de Gênes. On suivra également le match Genoa-Empoli. Et puis Sassuolo qui se déplace à Cagliari. Et puis lundi, en clôture, l'AS Rome d'un certain Dzeko reçoit la formation de l'Atalanta Bergame. C'est tout ce qu'on peut dire concernant la Serie A italienne. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Es ist die Erholung in Bundesliga. Oui, c'est la rentrée, c'est la reprise. En français facile. Es ist die Erholung in Bundesliga. De la Bundesliga qui va reprendre dès ce soir avec le match Bayern-Hoffenheim. Mais d'abord, quelques questions. Franck Nuyama, à quoi s'attend-on de façon générale à cette nouvelle saison du championnat d'Allemagne? Oui, c'est le champion en titre qu'on va suivre de près avec son nouvel entraîneur naturellement, Niko Kovac,
qui est arrivé après donc on va dire le rôle de sapeur-pompier joué par celui que vous connaissez, Jupp Heynckes. Donc le Bayern sera très attendu. Est-ce que cette équipe va gagner le 29e titre de champion en Allemagne? C'est la question qui se pose. Et derrière, l'autre entraîneur qui va être suivi, c'est Lucien Favre avec le Borussia Dortmund. Donc ces deux clubs vont être suivis de près, puisque souvent c'est les deux qui se font la chasse, on va dire un peu. Et puis derrière, il y aura Schalke, et puis il y a d'autres, Leipzig, qui a surpris plus d'un en étant dans le top 3 il y a, on va dire, 2 saisons. Donc ce sont ces équipes-là qui seront suivies de près. Après, il y a les petits quand même qui sont là pour assurer leur maintien. Voilà un peu ce qu'on va dire. Vous le dites si bien, vous avez parlé de Niko Kovac. Il ne voit pas du tout quelqu'un venir ravir le trophée au Bayern. Nous allons l'écouter juste derrière, on en parle. J'imagine que tous ceux qui ne supportent pas le Bayern Munich espèrent voir un nouveau champion sacré. Je parle de tout le pays. Le Bayern a remporté le titre 6 années de suite et nous voulons cette saison en remporter un 7e. Nous savons néanmoins que toutes les autres équipes se battront jusqu'au bout. Elles feront tout ce qui est possible pour monter sur la plus haute marche du podium. J'ai entendu parler de clubs qui s'en sentaient capables. Certains en ont même parlé ouvertement. Ça dépendra aussi un peu de nous, de ce qu'on laisse passer. La saison sera néanmoins difficile car certains joueurs prendront part à 4 compétitions différentes. Nous avons beaucoup de joueurs internationaux dans l'effectif, alors je suis loin de dire que ce sera facile. Ah oui, Niko Kovac à l'instant, Fifi, il a dit quelque chose d'intéressant, surtout c'est la dernière phrase, il s'attend à un championnat difficile. Moi, vous le croyez? Plutôt facile pour moi. Moi d'accord. Je crois que oui. Bayern de Munich va encore marcher sur ce championnat-là. Et le club a le meilleur effectif du championnat. Et bon, je ne sais pas ce qui peut encore déranger ce club-là. Maintenant, il y a derrière, comme vient de le dire Franck tout à l'heure, il y a Dortmund. Oui. Avec Favre qui est parti là-bas, qui va sûrement essayer de déranger le Bayern. On a parlé de Leipzig également, qui a fait bonne impression. Il y en a encore d'autres. La Stuttgart, avec le champion du monde Pavard. Il y a Stuttgart, bien sûr. Donc, même moi, je pense que le Bayern de Munich est largement favori, encore une fois. Roméo, votre avis là-dessus? Bon, vous savez que le Bayern, c'est le dictateur dans le sens positif. Ça fait 6 ans de règne sans partage. Ça veut dire tout simplement que le 7e titre d'affilée attend les Bavarois. Pour vous, il n'y a pas de suspense? Bon, il n'y a pas de suspense en tant que tel par rapport aux moyens dont disposent les Bavarois. Mais ils n'ont pas recruté. Ils n'ont pas recruté, certes, mais cette équipe n'a pas besoin forcément d'être renforcée. Peut-être à quelques endroits, il y a 2 jeunes qui sont venus, même si ce sont des jeunes peut-être qui ne vont pas démarrer tout de suite avec le Bayern Munich, parce qu'avec les Bavarois, c'est l'expérience avant tout. D'accord. Mais il y a Hoffenheim et Schalke 04. La saison dernière, on a vu ces 2 clubs qui ont embêté le Bayern Munich, qui ont failli même prendre le trophée. Mais ça a été un peu compliqué parce que l'expérience aussi a parlé du côté des Bavarois, avec 2 jeunes entraîneurs qui ont dirigé ces 2 clubs. Je crois que peut-être que ces 2 clubs vont jouer le rôle de trophée. Maintenant, le Borussia Dortmund avec Favre, on va s'attendre peut-être à un autre discours du côté des Borussiens après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce club n'a pas un joueur attaquant, un véritable buteur. Peut-être que ça va être l'handicap de cette équipe, mais vous savez, un match de football nous réserve des surprises, même si en Allemagne, on sait que cette surprise-là n'existe pas, puisque le Bayern Munich est taillé pour gagner ce championnat. Armel, il y a Karl-Heinz Rummenigge qui dit « Le gène qui provoque la sensation de ne plus avoir faim n'existe pas dans notre ADN. » Ah oui, c'est bien la mentalité de ces Allemands, mais surtout qu'il faut aussi souligner qu'il n'y a pas eu une grosse adversité en face. Et donc, c'est peut-être aussi un élément qui enrage ce Bayern-là. Est-ce que le fait que l'Allemagne a été sortie prématurément de la Coupe du Monde, on peut dire, jette un petit peu de discrédit sur l'envie
ou bien la volonté de suivre ce championnat cette saison? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Je pense que toutes les équipes qui n'ont pas fait des sélections, voilà, qui n'ont pas fait bonne sensation au mondial ne peuvent pas se reposer sur cela. Le championnat allemand est un championnat, l'un des meilleurs en Europe. Voilà, les noms qu'on cite donnent déjà envie quand on parle de Lewandowski, de tous ces joueurs-là. Ne sont-ils pas vieux, Lewandowski, Ribéry, Robben? Lewandowski, je ne crois pas trop. Par contre, Robben et puis Ribéry, on sait que c'est les papis de l'équipe qui ne veulent pas quitter. D'où aussi l'importance, un peu, à mon avis, de rajeunir cette équipe bavaroise, surtout sur les côtés, occupés par ces deux-là. Friends? On va dire que le suspense n'est pas trop grand. Parce que comme Roméo, comme Armel, comme Fifi l'ont dit, je pense que le Bayern a tout pour enchaîner un septième titre en Bundesliga. Je ne vois pas, on va dire, l'opposition en face. C'est vrai que le Borussia, Schalke ou encore Hoffenheim peuvent tenter quelque chose, mais à l'arrivée, le Bayern va gagner. Par exemple, pour le match de ce soir, il y a eu 20 matchs depuis une dizaine d'années entre les deux clubs. 13 victoires pour le Bayern, 5 nuls et puis 2 petites victoires pour Hoffenheim. Ça veut dire déjà que c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Le Bayern va tout rafler. Et l'interview de Niko Kovac, qui est un jeune entraîneur, 46 ans, et qui a joué 467 matchs au niveau professionnel. Ça veut tout dire. Il a marqué son territoire. C'est un avertissement pour ceux qui veulent quand même lui prendre le titre. Donc, on va lui faire confiance. Il est sûr de ses forces. Voilà pourquoi il s'est permis de faire une telle interview. Donc, ça doit pouvoir réussir pour lui. Est-ce que le cas Lewandowski est réglé pour de bon? C'est réglé. La saison dernière, le joueur a été un tout petit peu abandonné. Il a dit lui-même qu'il ne s'est pas senti protégé. Et à un moment donné, il a voulu partir. Mais maintenant, tout est fait. Il va rester au moins pour cette saison. Et voilà, avant d'envisager un départ sous d'autres cieux. Donc, je pense que il y a la paix désormais entre les dirigeants et l'attaquant polonais. Et ce qui va lui permettre quand même d'être à l'aise et de pouvoir montrer ce qu'il sait faire encore dans ce championnat. Et un joueur qui aura une rude concurrence cette saison au niveau du Bayern, même s'il est champion du monde, c'est Corentin Tolisso. Nous l'écoutons sur la concurrence qu'il attend. Gagner la Coupe du Monde, ça change beaucoup de choses. On a été la meilleure équipe du monde. J'ai fait partie de cette équipe. J'ai pu jouer quelques matchs. J'ai même joué la finale. Donc c'est sûr que quand on revient, il y a quelque chose qui change. Je suis arrivé au Bayern de Munich en tant que jeune joueur. Entre guillemets, personne me connaissait. Je venais de l'Olympique Lyonnais, donc c'est normal. Après un an au Bayern de Munich, j'ai réussi à être champion d'Allemagne et à être champion du monde. Donc c'est sûr que quand je suis revenu il y a 2-3 jours, ça a changé par rapport à l'année dernière. Corentin Tolisso, certains disent Tolisso, voilà, d'origine togolaise, ça crée toujours la polémique un peu partout. Champion du monde, il sera en concurrence, Fifi, avec Thiago Alcantara, James Rodriguez, Javi Martinez, Léon Goretzka et puis Renato Sanchez qui est revenu de près de Swansea. Maintenant c'est à lui de prouver qu'il mérite d'être... Il est champion du monde. Il est champion du monde, même s'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe de France. Il est quand même champion du monde. Est-ce que ça suffit pour être titulaire à chaque match? Non, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je disais que c'est à lui maintenant de prouver qu'il mérite d'être titulaire. C'est le travail qui va lui donner cette place de titulaire au sein de cet effectif-là. On vient de le dire. On est très exigeant au niveau du Bayern de Munich et on veut gagner tous les jours et on fait avec les meilleurs. Et c'est à lui de montrer qu'il est meilleur, qu'il mérite d'être titulaire parce que la concurrence sera très très rude avec tous ces noms-là cités. Et ce sera compliqué, mais c'est à lui sur le terrain de montrer. Roméo veut dire quelque chose rapidement? Oui, déjà il a un avantage, le fait d'avoir un statut de mondialiste. Il a gagné ce trophée même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs. C'est déjà un avantage pour lui. Maintenant, il va falloir qu'il mérite cette place. On sait que Renato Sanchez, avec son prêt, il est revenu avec beaucoup plus de matchs dans les jambes. C'est un joueur aguerri, un véritable baroudeur. Donc pour pouvoir gagner la place là au sein du Bayern de Munich, il va falloir que Corentin soit véritablement au meilleur niveau de sa forme. Mais ça va être un peu compliqué, mais vous savez, c'est un joueur qui a du caractère, qui peut toutefois s'imposer. Franck Nounyama, les autres matchs de cette première journée du championnat d'Allemagne. Voilà, les autres matchs, on aura
Wolfsburg, Schalke 04 à partir de demain, Werder Bremen, Hanovre 96, Fortuna Düsseldorf du Togolais Naré. On doit s'habituer à ce nom. Oui, il va jouer contre Augsbourg, Hertha Berlin, Nuremberg, Fribourg, Francfort. Le Borussia Mönchengladbach a pour adversaire le Bayer Leverkusen. Et dimanche, on suivra 2 matchs. D'abord Mayence-Stuttgart et puis le match entre le Borussia Dortmund et Leipzig. 4 matchs depuis 2016, 2 victoires pour Leipzig, 1 nul et puis une victoire pour le Borussia Dortmund. Et c'est là où Lucien Favre est attendu, cet entraîneur suisse qui a déjà fait, on va dire, ses armes au niveau du Hertha Berlin, Mönchengladbach, Nice, voilà. En tout cas, c'est un monsieur que j'admire particulièrement. Lucien Favre va-t-il apporter de la magie du côté de Borussia Dortmund? On suivra tout ça de très très près avec le patron de la Bundesliga, Franck Luyama, durant toute la saison. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La nouvelle est tombée il y a 48 heures. Mario Balotelli reste à Nice, Fifi Assogbavi. Oui, il reste à Nice. Selon les responsables de Nice, il n'y a pas eu d'accord, finalement, pas eu d'accord avec Marseille. Et donc, le joueur reste à Nice pour le grand plaisir de son coach. Patrick Vieira. Qui est très content parce qu'il disait qu'il voulait un attaquant de sa trempe et il a trouvé ses Balotelli. Mais c'est quand même bizarre venant de Marseille, parce que même bien avant le début du championnat de la Ligue 1, bien avant, quoi, 1 mois avant le début de la Ligue 1, on parlait déjà de Balotelli à Marseille et on se disait que c'était pratiquement fait, qu'il était en route pour Marseille. Et au fil des jours, on ne voyait pas Balotelli arriver. Il a fait demi-tour. Et on parle de 1,5 million d'euros. Oui. Que c'est parce que Marseille n'a pas voulu ajouter 1,5 million d'euros que Balotelli n'est pas arrivé et c'est à ce niveau-là que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien, mais c'est quand même décevant parce que la dernière fois, Marseille face à Nîmes, c'est 3-2 et battu 3-2. On se disait que Marseille avait 3-1 même. C'est 3-1. Là, vous leur donnez un but. 3-1. On disait ici, avant le début de la Ligue 1, que Marseille avait besoin d'un attaquant. Exact. Un attaquant de pointe, un grand attaquant de pointe, un niveau plus élevé que les Valais Germain, Kostas Mitroglou, Clinton J et les autres. Et finalement, Marseille ne l'aura pas. Ce n'est pas bien pour le club. Et Marseille n'a pas voulu l'avoir, tout simplement. Et Marseille manque d'ambition. Oui, manque d'ambition totalement. Ne serait-ce que dans. On veut faire de l'économie sur le. Non, on a vendu millions d'euros. En plus, on croit quand même que le dirigeant marseillais, Franck Marcotte, c'est un richissime homme d'affaires dont les sous ne lui manquent pas. Moi, j'ai compris par ce divorce-là, ce transfert raté, tout simplement, que Marseille n'est pas encore prêt à franchir ce pas-là pour devenir un grand. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez en face le Paris Saint-Germain, dont on se targue d'être l'adversaire, c'est une équipe capable d'aller mettre 30 millions sur un joueur qu'on ne connaît même pas. Le cas de Thilo Herrera. Voilà, ou Lo Celso, les Lo Celso qui sont venus qu'on ne connaissait pas trop. Mais c'est une équipe ambitieuse qui va chercher ces joueurs-là. Mario Balotelli, c'est quand même de la trempe plus haut que Lo Celso, par exemple. Ne serait-ce que dans la mégacité du joueur, on le connaît. Quand vous l'appelez, on sait de qui il s'agit. Oui. C'est peut-être pas Ronaldo ou Messi, mais c'est quand même Mario. Il a toujours dit... Et puis le transfert de Mario Balotelli, ce n'est pas qu'un transfert sportif, c'est aussi un choix financier, c'est-à-dire qu'on peut gagner en attirant la vente des maillots, tout ça. Aujourd'hui, Marseille a tout simplement prouvé par ce transfert avorté que ce n'est pas encore un club à la hauteur, ne serait-ce que pour frotter la carrure du Grand Paris Saint-Germain. Et pour le club identitaire qu'il est, c'est tout simplement désolant à mon avis. Je crois que là, il faut comprendre également les Marseillais.
On sait qu'un transfert, avant tout, c'est l'identité. Aujourd'hui, est-ce que Mario Balotelli a encore cette identité-là, peut traîner encore du monde de foule derrière lui? Je ne pense pas. C'est vrai que Mario Balotelli a un niveau un peu plus élevé que la Ligue 1, mais par rapport à l'ambition de Marseille, peut-être que c'est pas avec Balotelli que ça va se faire. Et c'est avec qui alors? Non, attendez. Marseille, aujourd'hui, vous regardez la première saison de Balotelli avec Nice, la deuxième et la troisième, mais cette troisième saison avec Nice n'a pas été une meilleure saison pour Balotelli. Ça veut dire tout simplement que le joueur est en train de perdre au niveau de la performance. Si Nice aussi n'a pas laissé partir peut-être Balotelli, c'est parce que Nice, lui, Balotelli, parce qu'il y a eu pas mal de départs avec les Niçois. Donc Balotelli aujourd'hui ne peut pas traîner assez de monde au niveau de Marseille. N'oubliez pas Marseille, quand on dit c'est un club identitaire, c'est un grand club et il faut avoir l'adhésion des supporters. Le transfert, ça ne se limite pas seulement à la performance sur le terrain, mais également au niveau de la vente. Est-ce que Rudy Garcia, par exemple, ne serait pas d'accord de l'arrivée de Super Mario? Oui, lorsqu'on analyse un peu ses déclarations la dernière fois où il dit on peut l'avoir, si c'est pas possible, on laisse tomber, c'est pas le profil recherché. Jusqu'à présent, je ne comprends pas, parce que c'est Marseille même qui a pris le devant et qui a dit oui, nous voulons un attaquant de la trempe de Mario Balotelli. Et quelques semaines après, Rudy Garcia qui vient dire non, ce n'est pas le profil recherché. Moi, je suis jusqu'à présent étonné de la réaction de la direction sportive, de la présidence et de l'entraîneur de cette équipe. À quel jeu ils ont joué? Point d'interrogation. Parce que vous ne pouvez pas vous-même prendre le devant en disant oui, nous voulons ce joueur, et on a fait du tapage autour. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? C'est là qu'il faut en tout cas trouver les réponses. Il semble que le de Balotelli, Mino Raiola également est très gourmand. Oui, on le sait. Par moment. On le sait. Si c'est ça, je crois qu'on peut toujours négocier. Mario Balotelli, les Niçois voulaient 4,5 millions d'euros. Marseille a proposé 2,5 millions. C'est insuffisant. C'est insuffisant, disent les dirigeants niçois. Lorsqu'on parle de la performance, je crois que Mario Balotelli, c'est quand même 41 buts en 63 matchs. C'est un attaquant. Ce n'est pas rien. Ben, le ratio, il est important. Maintenant, je comprends également la position de Roméo qui dit, mais pour des clubs identitaires comme ça, on veut toujours des joueurs clean, pas trop bling-bling, on va dire. Donc, Mario Balotelli, on le connaît pour ses frasques, pour tout ce qu'il a fait. Il peut être dans son hôtel et puis mettre le feu. Mais c'est un joueur bizarre. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les coulisses. C'est ce qu'il faut aller chercher maintenant. Justement. Et Fifi, on va s'intéresser au match de la 3e journée de la Ligue 1 Conforama. Oui, ça commence dès ce soir avec Lyon qui reçoit Strasbourg. Lyon qui doit réagir. Qui doit réagir, battu par Reims. Qui doit rugir. 0-1. Ils ont été surpris par Romao et sa bande. Justement. Et le samedi, le Paris Saint-Germain joue Angers. Peut-être le retour de Cavani. Bon, ça devrait passer pour le Paris Saint-Germain. Face à Angers. Amiens qui joue Reims de Romao qui se déplace à Amiens. Et pourquoi pas peut-être enchaîner une 3e victoire. C'est possible. Et continuer sur la belle lancée de ce début de championnat. Montpellier qui joue Saint-Etienne, Nantes, Caen, Nice, Dijon, Toulouse de Mathieu de Séville reçoit Nîmes. Oui, ça doit être un match intéressant. Oui, Nîmes aussi qui a commencé une très belle saison, 2 victoires et surtout cette victoire la dernière fois face à Marseille également, 3-1 qui va se déplacer sur la pelouse de Toulouse et Toulouse qui aussi a besoin de victoires également. Exactement. Et puis le dimanche, Lille-Guingamp, Bordeaux-Monaco. Ah oui. Voilà, Bordeaux dans la tourmente également. De Thierry Henry, va-t-il venir ou pas? Pas ou pas, et puis Poyet qu'on veut licencier, si ce n'est pas déjà fait. Et puis Marseille en clôture qui reçoit Rennes. Marseille qui reçoit Rennes en clôture. On espère que le syndrome du dernier match de la clôture ne va pas leur être fatal. Marseille, moi j'ai été... Marseille reçoit à domicile, c'est ça? Oui, j'ai été un peu déçu par le match de Marseille la dernière fois. Je m'attendais, franchement... Je m'attendais pas à voir Marseille encaisser 3 buts face à un promu. C'est vrai que Marseille était en déplacement, que c'était un stade en feu. Oui. Du coup,
Même Marseille, avec son effectif, a encaissé comme ça 3 buts. Je me dis qu'ils ont. C'est inquiétant. Et Mandanda qui s'est blessé également. Qui s'est blessé justement, qui ne jouera pas encore. Là, ce sera compliqué. C'est compliqué pour Marseille. Mais à domicile au Vélodrome, on sait que Marseille a déjà marqué 4 buts face à Toulouse en début lors de la première journée. Et que ça pourrait passer également. On attendra de voir la réaction de l'Olympique de Marseille face à la formation de Rennes. Voilà ce qui est dit concernant la Ligue 1 Conforama. Et cette fois-ci, on fait un petit débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. À qui la chance ou le mérite le 30 août prochain concernant le trophée UEFA de l'année? Nous parlons du meilleur joueur du continent européen. Et, la liste des 3 finalistes, elle est connue depuis mercredi. Cristiano Ronaldo, Luka Modric et puis Mohamed Salah. Alors, mon cher Armel, qui voyez-vous remporter ce trophée tant convoité? Dans ce trio, moi je dirais Modric. Parce que je pense qu'il est temps de récompenser les joueurs à qui on ne reconnaît pas forcément leur valeur. Aujourd'hui, quand on donne le ballon d'or, c'est beaucoup plus pour Messi, Cristiano, qui marquent 50 buts, 60 buts. Mais on oublie que derrière, c'est des joueurs qui font des travaux ingrats, tout simplement, mais qui s'avèrent efficaces. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de passes délivrées par ce monsieur, quand vous voyez sa vision du jeu, quand vous voyez le travail défensif même que Modric réalise certaines fois, c'est tout simplement un homme qui à lui seul porte toute une équipe, même si en fin de saison, Modric n'est pas du genre à marquer 30, 40 buts. Pour moi, c'est la conception du football. Pour moi, c'est ça la conception du football. Ce n'est pas forcément aller marquer des buts. Et aujourd'hui, je le crie haut et fort, je le dis souvent même, que des joueurs comme Steven Gerrard, des joueurs comme Frank Lampard, des Diego Forlan, quand vous voyez, ou même Xavi Hernandez, c'est des joueurs qui respirent le jeu, qui sont un peu le pont entre la défense et l'attaque. C'est-à-dire que quand vous coupez ce pont-là, vous enlevez pas mal de choses. Mais aujourd'hui, le football moderne ne reconnaît pas forcément cela et on se rue toujours sur les Cristiano, les Neymar, les Cavani. Pour moi, dans ce trio, même s'il y a un Mo Salah qui a fait sensation, énorme sensation, surtout pour une première fois dans la saison, moi, je mettrai Modric pour l'ensemble des œuvres que ce garçon réalise depuis pas mal de saisons déjà. Franck Lunyama, Cristiano Ronaldo, 13 matchs, 15 buts marqués, 3 passes décisives lors de cette campagne de la Ligue des Champions. Mohamed Salah, 13 matchs, 10 buts, 5 passes décisives, meilleur buteur de la première ligue anglaise avec 32 réalisations, finaliste de cette Ligue des Champions. Et puis Luka Modric, qu'on ne présente plus, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste du dernier mondial. Pour vous, qui est mieux loti pour remporter ce Graal? Pour moi, c'est Luka Modric. Pour tout ce qu'il a réalisé, Armel a tout dit. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ce joueur est tellement étincelant dans le jeu. Du Real Madrid d'abord, et puis au Mondial, on a vu tout ce qu'il a fait avec la sélection croate. Donc, un tel joueur mérite quand même d'être récompensé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps. Il est temps pour consacrer Luka Modric pour tout ce qu'il fait. Ouais. Fifi, c'est un panel de journalistes, d'entraîneurs qui votent pour ces joueurs-là. Le trio est sorti. Bon, de toutes les façons, c'est entre Cristiano Ronaldo et Luka Modric. C'est entre les deux, mais léger avantage pour Modric par rapport à sa Coupe du Monde. Si nous nous arrêtons tout simplement championnat. Si nous nous arrêtons tout simplement au championnat et à la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est en avance. Maintenant, quand nous ajoutons la Coupe du Monde, oui. Bon, Modric qui arrive en finale et qui porte cette équipe de Croatie jusqu'en finale, je me dis, et il a gagné les mêmes trophées que Cristiano Ronaldo, est en avance sur le Portugais. Seigneur Roméo, je pense que l'UEFA aura une décision assez
compliqué, critique, à la fin, je crois que ça va parler beaucoup parce que quand vous prenez les trois méritent de gagner. Les trois méritent d'être meilleurs joueurs sur cette année-là. Oui. Vous prenez Cristiano Ronaldo, ça fait 6 ans qu'il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est pas rien. L'âge du joueur, il est toujours constant. Tout, ouais. Ça, c'est un paramètre très 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 important pour Cristiano Ronaldo, même s'il a fait une Coupe du Monde décevante, mais il a marqué 3 buts dès le premier match, ça aussi c'est important. Oui. Vous prenez Mohamed Salah, depuis la Roma jusqu'à Liverpool, c'est un joueur qui progresse. C'est un joueur qui porte Liverpool. Liverpool avec quel joueur? Vous prenez Real Madrid, on sait que cette équipe-là, même les yeux fermés, on sait que Real va gagner. Mais Liverpool en Ligue des Champions, ça a été une surprise, agréable d'ailleurs. Donc ça va être un peu compliqué, mais s'il faut prendre quelqu'un parmi les trois, moi je préfère Mohamed Salah. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à Liverpool, par rapport à l'effectif des Reds, moi je préfère Mohamed Salah. Roméo pour Mohamed, Armel et Franck et Fifi pour... Modric et Gidas qui dit lui il est pour Mohamed Salah. On va suivre tout ça de près parce que le verdict va tomber le jeudi 30 août à Monaco. Ce sera lors de la soirée du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue européenne des champions. Et le joueur de l'année en Europa League, ce sera le lendemain, c'est-à-dire le 31 août 2018. Et nous enchaînons avec le cas Thierry Henry qu'on annonce tambour battant du côté des Girondins de Bordeaux. Roméo, est-ce que, on dit souvent qu'il est préparé, il est programmé pour être entraîneur. Bon, on attend que quelques réglages pour le voir arriver. Si les Américains, les premiers responsables du club sont d'accord pour l'arrivée de Thierry Henry, je pense que la décision finale revient au futur entraîneur. Thierry Henry, même s'il a fait une pige en tant qu'assistant avec les Diables Rouges de la Belgique, on a vu Thierry Henry, mais son rôle a été seulement limité. C'est au niveau des attaquants. Il est entraîneur conseiller des attaquants. Maintenant, est-ce que Thierry Henry, c'est le meilleur moment de démarrer en tant qu'entraîneur titulaire? Point d'interrogation. Ça dépend de l'état d'esprit du joueur. Si Zidane l'a fait, bon, il peut aussi réussir, mais avec quelle équipe? Bordeaux qui a pas mal de problèmes. On a vu Bordeaux hier en Ligue Europa qui a fait match nul face à la Gantoise. Bordeaux qui n'a pas produit un jeu assez intéressant. Thierry Henry a pas mal de problèmes qui l'attend au niveau donc de Bordeaux. Maintenant, si le joueur ou bien Thierry Henry décide d'entraîner Bordeaux, peut-être qu'il trouve... il trouve capable de pouvoir diriger ce club, mais je pense que c'est bien de démarrer quelque part, et si c'est avec Bordeaux, pourquoi pas. Franck, patate chaude dans la main de Thierry Henry, l'ancien Gunner. Bon, si on lui donnait le club, il arrive à un moment où les Girondins ont tellement de problèmes avec tout ce qui s'est passé au sommet, avec cette histoire Gustavo Poyet qui est mis à pied, qui va être renvoyé. Donc, je pense que c'est une situation... renvoyé. Bon, renvoyé. C'est une situation très compliquée. Même des joueurs qui ne sont pas d'accord avec cette situation, cette décision de la direction du club, ça va être quelque chose de compliqué. Maintenant, il n'a pas encore ce poste. Il faut que les décisions viennent des propriétaires américains. Donc, il va attendre. Lui-même, il a dit qu'il fera tout pour être entraîneur. Et beaucoup de médias français qu'on compare déjà à Zidane. Ça, c'est grave. C'est pas parce que Zidane a réussi quelque part que Thierry Henry va réussir. Certes, il a été un grand joueur, un grand attaquant, mais un génie n'est pas souvent un bon pédagogue. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Il a envie, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? L'environnement, les joueurs qu'il a sous sa direction, c'est tout ce qu'il faut voir avant de se prononcer. On suivra tout ça de très près en 2 secondes. Oui, le vrai problème de Bordeaux, ce sont les dirigeants. Ce n'est pas le joueur. Maintenant, ça peut faire un bon entraîneur. Et aussi un mauvais entraîneur, ça dépend, on verra. Mais le vrai problème de cette équipe girondine, c'est tout simplement les dirigeants. On attend de voir. Moi, je me dis que Thierry Henry doit patienter un peu, avoir plus d'expérience. Quand nous prenons Vieira avant d'arriver à Nice, il est passé par où? Avec les jeunes de Manchester, avec les jeunes de Manchester City. Aussi, avant d'arriver, lui, il arrive comme ça. C'est vrai qu'il était adjoint à Roberto Martinez avec la Belgique, mais c'était plus un entraîneur des attaquants. Maintenant, moi j'aurais voulu qu'il ait plus d'expérience avant de prendre un club comme Bordeaux qui reste un des grands clubs en France. On va saluer quelques inconditionnels parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Roméo? Oui, Robert Atou d'abord, bonjour aussi à Akbade Noukbade, à Innocent, puis à Elam Douglas.
Armel. Oui, Vincent et puis Armella. Bon, je salue tous ceux qui nous ont suivis. vous ne saluez plus Zarif ces derniers temps. Bon, je salue Zarif. De cette émission, à bientôt. Bonjour à Emmanuel Donko, à Bolanini, à Michel Takpa, à Eligno, à Sewa, Fabio, à Mousse et à Labi. Merci de nous avoir suivis sur la référence sportive. Très très beau week-end à tous. On se revoit lundi. À très bientôt.